Ma belle-mère a annoncé qu'elle me déshéritait lors de la lecture du testament de mon père. L'avocat s'est mis à rire. Le cabinet d'avocats Sterling et Associés sentait le vieux cuir et les secrets encore plus anciens. Assise dans la salle d'attente, j'étudiais les portraits à l'huile d'associés au visage sévère, tandis que ma belle-mère, Victoria, trônait au milieu de ses enfants, Tyler et Autumn, planifiant leur folie dépensière avec une excitation chuchotée. La première chose que je fais, c'est d'acheter cette Maserati, annonça Tyler en faisant défiler son téléphone. La rouge, celle qu'on a vue chez le concessionnaire à Beverly Hills. Je pense à un Pantouz à Manhattan, ajouta Autumn en rejetant en arrière ses cheveux blonds platine. Quelque chose de chic, peut-être au 40e étage avec vue sur Central Park. Victoria leur tapota les mains avec ses ongles parfaitement manucurés, les mêmes ongles qui piochaient dans la fortune de mon père depuis 6 ans. Allons, les enfants, ne nous emballons pas. Nous discuterons des investissements après avoir réglé les formalités. Elle me lança un regard de pur venin à travers la salle d'attente. Je répondis en consultant mon téléphone, feignant d'être absorbé par mes emails pendant qu'elle continuait son numéro, bien que je ne sache même pas pourquoi elle se donnait la peine d'être là. Robert a exprimé très clairement ses volontés avant de mourir, murmura Victoria d'une voix de théâtre. Robert. Elle n'arrivait même pas à l'appeler, ton père. Même maintenant. La réceptionniste apparut. Monsieur Sterling va vous recevoir maintenant. Nous entrâmes dans la salle de conférence où Jonathan Sterling nous attendait. Le testament de mon père était étalé devant lui. Il s'efforçait de garder son sang-froid professionnel, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il luttait pour réprimer son amusement. Je vous en prie, asseyez-vous tous, dit-il en désignant les chaises. Puis-je vous offrir de l'eau? Du café? Cela pourrait prendre un certain temps. Finissons-en, dit Victoria sèchement, s'installant dans ce qu'elle considérait clairement comme la place de pouvoir, en bout de table. J'ai un rendez-vous avec mon conseiller financier à 15 heures. Bien sûr. Monsieur Sterling ouvrit le dossier. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour la perte de Robert Shen. Il a été mon client pendant plus de 30 ans. Oui, très triste, l'interrompit Victoria. Maintenant, concernant la succession. L'œil de Monsieur Sterling tressaillit légèrement. En effet. Commençons par la lecture du dernier testament de Monsieur Shen, daté, laissez-moi voir, d'il y a 6 ans. 6 ans, demandai-je doucement. N'a-t-il pas été mis à jour plus récemment? Le rire de Victoria fut aussi tranchant que du verre brisé. Oh, ma chérie, tu ne comprends vraiment pas comment ces choses fonctionnent, n'est-ce pas? Robert et moi avons tout révisé après notre mariage. Nous nous sommes assurés que le patrimoine reste dans la famille proche. La famille proche, répétai-je. C'est-à-dire les personnes qui se sont vraiment occupées de lui dans ces dernières années, dit Victoria d'un ton mielleux. Pas la fille qui venait à peine lui rendre visite, trop occupée par son petit boulot d'enseignante pour passer du temps avec son père. Je pensais à toutes les visites qu'elle avait mystérieusement programmées pendant ses cours de yoga, au dîner de famille dont elle avait oublié de me parler, à la fois où elle avait dit à mon père que j'étais trop occupé quand il avait demandé de mes nouvelles. Pouvons-nous continuer, demanda Monsieur Sterling, et de nouveau, cette étrange lueur de gaieté réprimée. Je vous en prie, dit Victoria. Je crois que vous trouverez que tout est assez simple. Le patrimoine est divisé entre moi-même et mes enfants, avec une petite somme symbolique laissée à une œuvre de charité. Elle marqua une pause dramatique, savourant l'instant. Quant à Laura ici présente, elle n'a rien, annonça triomphalement Victoria, incapable de se contenir plus longtemps. Je m'en suis assuré. 6 ans de mariage, et j'ai finalement fait entendre raison à Robert au sujet de sa fille ingrate. Tu n'es pas sur le testament, pas un centime. Le silence tomba dans la pièce. Tyler et Autumn souriaient comme des requins qui avaient senti le sang. Victoria avait l'air du chat qui venait d'avaler le canari. C'est alors que Monsieur Sterling se mit à rire. Pas un petit rire, pas un raclement de gorge professionnel, mais un rire franc et sincère qui résonna contre les panneaux d'acajou. Je suis désolé, dit-il en s'essuyant les yeux. C'était peu professionnel. C'est juste que... Madame Shen, savez-vous ce qu'est une fiducie révocable entre vifs? L'expression triomphante de Victoria vacilla. Bien sûr que je le sais. C'est un instrument financier. Très bien, dit Monsieur Sterling, réprimant toujours des rires. Et savez-vous quand Robert a établi sa fiducie familiale?
fiducie familiale, lança Victoria. Il n'avait qu'un seul enfant. En fait, Monsieur Sterling sortit un autre dossier, beaucoup plus épais. Robert a établi la fiducie familiale Chen il y a 29 ans, quand Alora avait 8 ans. Elle n'a cessé de croître depuis. Alors? La voix de Victoria perdait de son assurance. Il l'a révoquée quand nous avons mis à jour le testament. Vraiment? Monsieur Sterling sortit un document. Parce que j'ai ici les documents de la fiducie, y compris tous les amendements. Le dernier a été fait il y a 14 mois. Victoria ne dit rien, son visage commençant à pâlir sous son fond de teint coûteux. Savez-vous ce qui est intéressant avec les fiducies, Madame Chen? Continua Monsieur Sterling. Elles sont complètement distinctes des testaments. Et dans ce cas, la fiducie était structurée pour transférer tous les actifs à Alora soit à son 38e anniversaire, soit au décès de Robert, selon la première de ces deux éventualités. C'est impossible, murmura Victoria. Alora, Monsieur Sterling se tourna vers moi. Quand était votre anniversaire? Il y a 15 mois, dis-je doucement. Papa m'a organisé une petite fête. Victoria était en retraite Spa à Napa. Ah, oui. Monsieur Sterling hocha la tête. Le week-end où Robert est venu me voir. Il a été très précis sur le calendrier. Il voulait s'assurer que tout soit transféré proprement avant. Eh bien, avant toute complication potentielle. Le sang quitta le visage de Victoria comme l'eau d'un barrage qui cède. Mais... balbutia-t-elle. Madame Chen, dit Monsieur Sterling en se tournant de nouveau vers Victoria. Vous ne pouvez pas modifier une fiducie qui a déjà transféré 62 millions de dollars l'année dernière. Le visage de Victoria devint blanc comme du papier. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. 62, la voix de Tyler se brisa. 62 millions. En fait, corrigea Monsieur Sterling. C'était la valeur il y a 15 mois. Avec la performance du marché et le réinvestissement des dividendes, elle est actuellement évaluée à environ 71 millions. Mais les maisons, cria Autumn. Les voitures, les comptes en banque. Tous détenus par la fiducie, expliqua patiemment Monsieur Sterling, qui a tout transféré à Alora l'année dernière. Vous vivez dans les maisons d'Alora, conduisez les voitures d'Alora et dépensez l'argent d'Alora depuis 15 mois. Je pris enfin la parole. Papa m'a dit d'attendre. Il a dit qu'il valait mieux laisser les choses se dérouler naturellement. Il voulait voir si tu changerais, Victoria, si tu cesserais d'être si. Je cherchais le mot, calculatrice. C'est de la fraude, cracha Victoria. Nous allons vous poursuivre. Robert n'avait pas toute sa tête. En fait, Monsieur Sterling sortit un rapport médical. Robert a passé une évaluation cognitive complète il y a 14 mois. Score parfait sur toute la ligne. Il a également eu 3 psychiatres pour confirmer sa capacité mentale. Il était d'une intelligence redoutable et d'un esprit 2 fois plus acéré. Ses propres mots, pas les miens. Mais pourquoi, demanda Tyler, l'air vraiment confus. Pourquoi aurait-il fait ça? Je le regardais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Parce qu'il a vu ce que vous faisiez. Vous tous. Les cartes de crédit que tu as prises en son nom, Tyler. Les bijoux que tu as achetés et débités sur ses comptes, Autumn. Et toi, Victoria, je me tournais vers ma belle-mère. L'isolement systématique de ses amis et de sa famille. Les mélanges de médicaments qui le maintenaient dans le brouillard. La façon dont tu as installé ta mère dans la maison d'amis sans demander. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela, siffla Victoria. Je n'ai pas à le faire, dis-je. Papa l'a déjà fait. Il a engagé un détective privé il y a 2 ans. Voulez-vous voir les rapports? Monsieur Sterling sortit un autre dossier, épais de photos et de documents. Robert s'est particulièrement intéressé à votre premier mariage, Madame Chen. Comment votre premier mari est-il mort, déjà? Un mélange de médicaments, n'est-ce pas? Le silence dans la pièce était assourdissant. Mais Monsieur Sterling n'avait pas fini. Et moi non plus. Monsieur Sterling continua vivement. Discutons du testament actuel. C'est assez simple. À ma femme bien-aimée, Victoria Chen, je lègue la somme de $1, le montant qu'elle mérite vraiment. À Tyler et Autumn Whitfield, je lègue la même chose. Le reste de ma succession,
composé principalement d'effets personnels puisque la fiducie a déjà transféré tous les actifs, va. Il sortit 3 billets de $1 flambant neufs et les posa sur la table avec une précision cérémonielle. $1, murmura Autumn, fixant le billet comme s'il allait la mordre. En fait, dis-je en fouillant dans mon sac. J'ai quelque chose pour chacun de vous. Je sortis 3 enveloppes officielles. Des avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter mes propriétés. Toutes. Vous ne pouvez pas nous expulser. Victoria se leva si vite que sa chaise bascula. Je suis sa veuve. Vous êtes une locataire, corrigez-je, vivant gratuitement dans ma maison. Enfin, mes maisons, la résidence principale, la maison de plage à Monterey, le chalet de montagne à Tahoe, et quel que soit l'appartement que Tyler loue au centre-ville de San Francisco. Comment savais-tu? Comment ça Tyler? De la même manière que papa connaissait tes dettes de jeu, dis-je. Et la dépendance au shopping d'automne, et l'historique d'investissement intéressant de Victoria. Vous n'étiez pas aussi malin que vous le pensiez. La façade parfaitement composée de Victoria se fissurait comme de la vieille peinture. Nous lui faisions confiance. Nous nous sommes occupés de lui. Vous vous êtes occupé de vous-même, répliquai-je. Papa a vu la différence. Monsieur Sterling se racla la gorge. Il y a un dernier point. La lettre de Robert, à lire après le testament. Il sortit une enveloppe et me la tendit. Il a insisté pour que vous la lisiez à voix haute. Je l'ouvris, reconnaissant l'écriture précise de mon père. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient stables comme la pierre. Ma très chère Alora, commençai-je. Si tu lis ceci, alors notre plan a fonctionné à la perfection. Je suis désolé pour la supercherie, mais j'avais besoin de savoir qui était vraiment Victoria, et j'avais besoin que tu sois protégé pendant que je le découvrais. L'inspiration brusque de Victoria fut audible à travers la pièce. Tu avais raison d'être méfiante quand je me suis remarié si vite après la mort de ta mère. Tes instincts ont toujours été excellents. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'étais déjà malade. Le diagnostic de cancer est tombé quelques semaines seulement après le mariage. Je fis une pause, me souvenant de ces conversations tranquilles que nous avions eues, de la façon dont papa m'avait demandé de lui faire confiance alors que tout semblait s'effondrer. La lettre continuait, et avec elle, la révélation finale qui allait détruire complètement le monde de Victoria. Je continuais à lire la lettre de papa. Je pensais que Victoria prendrait soin de moi, mais au lieu de cela, elle a révélé sa vraie nature. Merci de m'avoir fait confiance quand je t'ai demandé de jouer le jeu. Merci d'avoir fait semblant d'être mise de côté pendant que je transférais les actifs dans la fiducie. Merci de les avoir laissés croire qu'ils avaient gagné pendant que nous sécurisions ton avenir. Victoria s'agrippait au bord de la table, les jointures blanches. À Victoria, Tyler et Autumn, continuez-je à lire, je sais exactement ce que vous êtes. Les rapports de l'enquêteur sont entre les mains du procureur, qui a promis de les examiner après ma mort. Je vous suggère d'utiliser judicieusement votre préavis de 30 jours. Le procureur. La voix de Tyler se cassa. Alora, ma fille, continuai-je. Tu es tout ce que j'aurais pu espérer. Forte, patiente, intelligente et, par-dessus tout, bonne. Prends soin de la fortune que je te laisse, mais plus important encore, prends soin de toi. Tout mon amour, papa. Je pliai la lettre soigneusement. Il y a un PS. La bague de fiançailles de ta mère est dans le tiroir de mon bureau, le deuxième en partant de la gauche. Je l'ai cachée quand Victoria a commencé à la convoiter. Elle est à toi maintenant, comme elle l'a toujours voulu. Quand j'eus fini de lire, Victoria s'était effondrée sur sa chaise. Tyler envoyait des SMS frénétiquement, probablement à son bookmaker. Autumn pleurait, son mascara coulant en rivière noire sur ses joues. Y a-t-il autre chose, demanda Victoria à Monsieur Sterling, sa voix à peine un murmure. Juste ceci, dit-il en sortant un dernier document. Une ordonnance restrictive. Alora l'a déposée ce matin. Vous ne devez avoir aucun contact avec elle après avoir quitté les propriétés. Toute tentative de contester la fiducie ou le testament entraînera une application immédiate. Vous avez planifié ça, dit Victoria, me fixant avec un mélange de haine et de respect réticent. Vous avez tous les deux planifié ça. Papa l'a planifié, corrigez-je. J'ai juste suivi ses instructions. Tout comme tu as suivi le même scénario que tu as utilisé avec ton premier mari. Oh,
Tu pensais que papa ne savait pas pour Charles? Pour la police d'assurance? Pour les médicaments que tu lui as donnés? Ça n'a jamais été prouvé, dit rapidement Victoria. Non, admis-je. Mais c'est intéressant de voir comment l'histoire se répète. Ou se serait répétée si papa n'avait pas été plus malin que tu ne le pensais. Je me levai, rassemblant mes copies des documents. Monsieur Sterling. Merci pour tout, pour avoir aidé mon père à protéger ce qui comptait le plus pour lui. Mon plaisir, dit-il, réprimant toujours un sourire. Votre père était un homme brillant. C'est la planification successorale la plus élégante que j'ai jamais vue. Alors que j'atteignais la porte, Victoria m'appela, Alora, s'il te plaît. J'étais sa femme. Ça ne compte pas pour quelque chose? Je me retournai une dernière fois. Ça compte pour exactement ce que tu as mis dans ce mariage. Mensonge, manipulation et cupidité. Papa a compris ta vraie valeur, Victoria. $1. Il a été généreux. Je ne t'aurais même pas donné ça. Je l'ai laissé là, assis dans leur état de choc, fixant leur billet $1. Dans le parking, je m'assis dans ma voiture. Ma voiture, plus celle de la fiducie. La mienne, en fait. Et je laissai échapper un souffle que je retenais depuis 15 mois. Mon téléphone sonna. C'était Grace, l'infirmière de papa, la seule que Victoria n'avait pas réussi à renvoyer. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle. Exactement comme papa l'avait prédit, dis-je. Jusqu'à la demande de preuve de Victoria. Il serait si fier, dit doucement Grace. Il parlait constamment de toi ces dernières semaines. Il disait que tu étais la seule personne qui n'avait jamais rien voulu de lui, à part son temps. Il me manque, admis-je. Je sais, ma chérie. Mais il s'est assuré que tu sois à l'abri. C'était tout ce qui comptait pour lui à la fin. Pas de les punir, même si c'était un joli bonus. Juste s'assurer que tu sois protégé. Après avoir raccroché, je me suis rendu au cimetière de Woodlawn. La tombe de papa était couverte de fleurs fraîches. Je venais chaque semaine, bien que Victoria ait dit à tout le monde que je ne venais jamais. On l'a fait, papa, murmurai-je à la pierre tombale. Exactement comme tu l'avais prévu. Ils n'ont rien vu venir. Le vent bruissait dans les chênes, et un instant, j'ai presque cru entendre son rire. Le même qu'il avait eu lorsque nous étions assis dans le bureau de Monsieur Sterling 15 mois plus tôt, à signer des papiers pendant que Victoria passait un week-end au spa. Elle se croit si maligne, avait-il dit alors. Mais malin et intelligent, ce n'est pas la même chose. Tu es intelligente, Alora. Tu sais faire la différence entre prendre soin de quelqu'un et lui prendre tout ce qu'il a. Je déposai une seule rose sur sa tombe, sa préférée, les roses jaunes du jardin de maman que j'entretenais encore, et je rentrai chez moi. Pas au domaine où Victoria était probablement en train de faire ses valises frénétiquement, mais dans la petite maison que papa avait secrètement achetée à mon nom des années auparavant, celle où j'avais vécu tranquillement, leur laissant croire que j'avais du mal à joindre les deux bouts pendant que la fiducie accumulait des richesses. Papa avait raison. Malin et intelligent, ce n'était pas la même chose. Victoria était maligne, mais j'avais appris de l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. 3 semaines plus tard, je me tenais sur le seuil du domaine principal alors que le camion de déménagement s'éloignait. Victoria, Tyler et Autumn étaient partis, disparus dans la nouvelle combine qu'ils avaient concoctée. L'ordonnance restrictive garantissait que je n'aurais plus jamais à les revoir. La maison semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte, comme si leur présence toxique avait été physiquement soulevée des murs. Je traversais les pièces lentement, me souvenant de temps meilleurs où maman était en vie et où les rires remplissaient ses couloirs. Dans le bureau de papa, je trouvai la bague de maman exactement où il avait dit qu'elle serait. Le diamant capta la lumière de l'après-midi, projetant des arcs-en-ciel sur le bureau en acajou où il avait passé tant d'heures à bâtir la fortune qui me permettrait maintenant de vivre librement. Mon téléphone vibra. Grace m'envoyait un message au sujet d'une fondation que papa avait mentionnée, quelque chose pour aider d'autres familles à éviter les relations prédatrices. Il avait laissé des notes détaillées sur sa vision, ainsi qu'une dotation substantielle pour la concrétiser. Je souris, comprenant son dernier cadeau. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, de maison ou de voiture. Il s'agissait d'un but, d'utiliser ce qu'il avait protégé pour protéger les autres. Dehors, le jardinier taillait les rosiers de maman. Je lui avais demandé de revenir. Victoria l'avait renvoyé des années auparavant,
prétendant que les fleurs coûtaient trop cher à entretenir. Mais papa l'avait payé secrètement toutes ces années pour garder le jardin en vie, tout comme il m'avait gardé en sécurité. En me promenant parmi les roses, j'ai pensé à la lettre que j'écrirais à d'autres filles et fils qui pourraient voir leur héritage s'envoler au profit de beaux-parents manipulateurs. Au cabinet d'avocats que je financerais, aux enquêteurs que j'engagerais pour aider les familles à rassembler des preuves. Victoria avait eu raison sur une chose. Papa avait exprimé ses volontés très clairement. Mais son véritable souhait ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de s'assurer que l'amour triomphe de la cupidité, que la famille signifiait plus que le sang et que la justice, même tardive, trouverait toujours son chemin. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Monsieur Sterling. Jonathan, c'est Laura. Je suis prête à discuter de la fondation. Papa disait toujours que la meilleure vengeance était de bien vivre, mais je pense qu'il approuverait aussi ce genre de justice. À travers la fenêtre du bureau de papa, je pouvais voir son fauteuil préféré, celui où il s'asseyait pour me lire des histoires quand j'étais enfant. Victoria l'avait fait retapisser en cuir blanc, mais je l'avais fait remettre dans le tissu brun chaud que maman avait choisi. Certaines choses valaient la peine d'être préservées exactement telles qu'elles étaient, tout comme l'amour entre un père et une fille qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, et qu'aucune manigance ne pouvait détruire. Le soleil se couchait sur le domaine, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Quelque part, Victoria était probablement encore en train de comploter son prochain coup, mais cela n'avait plus d'importance. Papa m'avait appris la plus importante des leçons. La vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais aux personnes qui vous aimaient assez pour vous protéger, même d'outre-tombe.